Oui, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez bien. Je voulais tout d'abord remercier Lola Davidson et Jean-Baptiste Marie pour l'invitation, pour cette présentation conclusive et en même temps introductive à ce programme qui s'engage et à ces rencontres de la recherche autour du programme engagé pour la qualité du logement de demain. Donc sur cette affiche, effectivement, ce que vous voyez s'afficher à l'écran, c'est à la fois le changement de titre. Pourquoi passage de l'expérimentation d'une nouvelle manière de faire de la recherche sur les qualités du logement plutôt qu'en architecture? C'est parce que ce qu'on observe aujourd'hui dans le cadre de QLD, c'est que les recherches qui sont portées par les différentes équipes, par les 96 équipes, dépassent la question de la recherche en architecture et sont des recherches qui se veulent par définition pluridisciplinaires et qui vont mobiliser une diversité à la fois d'acteurs et de praticiens. Simplement pour aussi repositionner le cadre de cette intervention. Donc, je suis effectivement maître de conférence à l'Université de Nanterre, mais je suis aussi membre de la chaire Le Logement Demain. Et donc, les éléments que je vais présenter ici s'appuient pour une large partie, voire la quasi-totalité, sur les travaux qu'on mène dans le cadre de la chaire et dans le cadre du suivi évaluation Scopie. Aujourd'hui, donc, pour conclure et peut-être faire une synthèse, je voulais vous proposer 4 temps. Revenir d'abord sur les enjeux de définition de la notion même de qualité, évoquer les thématiques de recherche qui sont mises en œuvre dans le programme, donc la diversité de ces thématiques, revenir sur les méthodes et les termes de la recherche embarquée, et peut-être ensuite proposer quelques pistes de réflexion transversale et de prolongement qui pourront se développer dans la suite du programme. Donc, sur cette première partie, sur les enjeux de définition de la notion de qualité, revenir d'abord sur le fait que définir cette notion de qualité est aujourd'hui, et ce n'est pas nouveau, mais un vrai enjeu de recherche. On peut s'interroger justement sur la notion même de qualité en tant que mot valise. Aujourd'hui, c'est un mot qui est beaucoup employé, qui est beaucoup diffusé, et dans lequel la recherche va avoir pour mission, de mon point de vue, de préciser le contenu qui se cache derrière ce vocabulaire, mais aussi de revenir sur les implicites, les catégories qui sont mobilisées, les mots qui sont mobilisés pour caractériser les qualités du logement de demain. Ce qu'on observe aussi, et une des interrogations qui est notamment soulevée dans le cadre des études transversales qui sont menées, c'est l'analyse qui doit être menée sur les liens de causalité entre processus de production, modalité de production et qualité de ce qui est effectivement produit. Et ça, c'est un enjeu fort de venir analyser, et c'est ce que permet aussi aujourd'hui Engagé pour la qualité du logement de demain, c'est de mesurer ces liens qui peuvent s'opérer entre qualité d'un processus et qualité d'une production. Ce qu'on observe aussi dans la recherche, c'est qu'il existe aujourd'hui une pluralité d'approches par rapport à cette notion de qualité et à ces possibilités de définition entre des approches qui se voudraient globales et les plus objectives possibles, avec l'énonciation d'une liste de critères et la possibilité finalement, par cette définition d'une critérisation extrêmement précise, d'arriver à des définitions objectives de la notion même de qualité. Ce que montre les travaux de recherche qui préexistent sur le sujet, c'est qu'en fait, il n'existe pas de définition unitaire et uniforme de ce qu'est la qualité, mais bien aujourd'hui des qualités plurielles, des qualités comment dire, qui sont dépendantes à la fois des contextes, mais aussi des évaluateurs. Et ça, la diversité des contextes, la diversité des approches des différents projets dans Engagé pour la qualité du logement de demain va permettre aussi de venir informer cette question de la multiplicité des approches et des définitions de ces notions de qualité du logement. En effet, la notion de qualité, elle apparaît comme une notion qui est construite entre les acteurs. Une notion qui est construite par des arrangements, par des négociations entre les acteurs pour s'accorder. Les qualités d'une opération de logement notamment, elles peuvent être diverses. Qualité de localisation, on en a parlé, qualité d'usage, qualité esthétique, qualité commerciale, qualité de gestion, qualité environnementale, qualité technique, pérennité, de durabilité, qualité économique et rentabilité. Ces critères de qualité sont pour la plupart partagés
entre les acteurs. La plupart des acteurs s'intéressent à cette diversité des critères, mais avec des définitions et des hiérarchisations qui vont être variables, avec parfois des implicites, des incompréhensions, des idées reçues sur les appréciations des différentes qualités entre les acteurs, des pondérations différentes entre les critères, entre certains acteurs qui vont privilégier des questions de qualité de gestion sur le long terme et d'autres qui s'intéresseront plus à des qualités commerciales, quand d'autres s'intéresseront plus à une approche technique et d'autres encore à des qualités d'usage. Et c'est ce que montrent les travaux de recherche qui sont engagés autour de ces questions de qualité, c'est que ces enjeux des différents acteurs, comment dire, s'organisent et se croisent autour des projets avec parfois des différences d'appréciation et des différences de point de vue, pour ne pas dire des points de vue parfois antagonistes sur certains critères. Cette idée d'une construction entre acteurs de la notion, elle va participer aussi à une difficile définition partagée de ce qu'est la qualité ou de ce que devraient être les qualités d'un logement. Et il me semble que c'est une des ambitions de cette AMI qui se veut, comme on l'a dit, ou comme l'a dit Anne Dorazio tout à l'heure, comme une expérimentation pacificatrice, à l'issue notamment des débats de la loi Elan et des rapports qui ont suivi, le rapport Lema, le référentiel Jérôme-Leclerc, le rapport produit par Idéal ou encore le Vademecum publié par l'Union régionale des CAUE. Aujourd'hui, il y a des tentatives d'élaboration, de définition partagée de critères objectifs. Donc, je le disais, cette question de l'ambition de construire des indicateurs communs, elle a réémergé à la suite des débats portant sur la loi Elan. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se mettre en place dans le cadre de cette AMI, c'est vraisemblablement des innovations, une recherche d'innovation qui viserait à bousculer les pratiques et à les renouveler. Peut-être revenir en un mot sur la question de l'ambition du programme. L'ambition du programme, c'est bien aujourd'hui de produire de nouveaux cadres de pratique. Et la place de la recherche par rapport à cette question de cette production de nouveaux cadres de pratique, c'est comment finalement des processus de recherche vont pouvoir venir informer, nourrir ces nouvelles pratiques. Dans le programme de recherche, dans les programmes de recherche ou dans les différentes recherches qui sont portées dans le cadre de cette AMI, on observe qu'il y a une classification thématique qui peut s'opérer. Et cette classification thématique, moi j'ai choisi de l'opérer en 4 grands thèmes: celui des processus, celui des usages et conceptions, celui des approches techniques, juridiques et économiques, et celui des approches spatiales et typologiques. Bien évidemment, cette classification, elle peut être discutée, et je pense que l'idée d'une ouverture ensuite d'un programme de recherche et de rencontres plus régulières d'enseignants-chercheurs et de porteurs de projets de recherche va permettre aussi d'affiner cette classification thématique. Donc, la classification thématique que je vous propose aujourd'hui, elle part donc de l'analyse de la présentation qui a été faite des 97 lauréats, combinés donc dans le tableau par la chaire. Et la première, donc autour des processus. Le premier point, c'est peut-être une entrée sur les méthodes de travail entre les acteurs de la production et de la gestion, avec des sujets autour de la gouvernance, des modalités de travail, de contractualisation, des modalités et des modifications de la chaîne ou du système d'acteurs, la mobilisation, par exemple, dès les phases amont de certains acteurs, une place à accroître en amont pour certains acteurs. On parlait, par exemple, de l'importance du temps de la programmation, la place des entreprises dès les phases d'APS pour des dispositifs plus innovants. Plus globalement, ce qui revient assez régulièrement, c'est la question de la place de l'architecte dans les processus de production. Un autre sujet dans ces processus, c'est la question de la coopération et des pratiques collaboratives, avec le développement et les propositions d'ateliers de co-conception, le développement de hackathons, d'outils numériques pour coopérer sur le projet, de travail en mode projet et multipartenarial, de coopération interorganisationnelle, de mécanismes de coopération territoriale, des dispositifs mis en place de co-design, de conception-production, de design génératif, avec vraiment, vraisemblablement, cette idée de repenser les manières de travailler ensemble avec un accroissement donc de ces pratiques collaboratives.
Un autre sujet qui émerge, c'est finalement la question des évolutions des acteurs et des adaptations des acteurs dits traditionnels dans cet axe de construire et l'intégration de démarches alternatives intégrées. Dans les processus, un autre élément qui est très présent dans les réponses à cette AMI, c'est la question de la participation. Et celle-ci à différents niveaux, à différents stades d'avancement, que ce soit en conception, avec notamment le développement, donc je le disais, d'ateliers de co-conception, la co-création avec les habitants, des idées de conception architecturale ouverte, la participation en tant qu'objet d'analyse. Analyse donc pour des recherches plutôt sociologiques, autour des pratiques, autour de l'analyse des temps formels et informels de la participation, autour des formes d'arrangement et de négociation qui se mettent en place, autour aussi de la constitution de dynamiques collectives et l'émergence pour les habitants de la notion de pouvoir d'agir. Et enfin, dans cette analyse des mécanismes de participation et d'implication des habitants, la question de la vie des opérations et donc des conséquences de la constitution d'un collectif d'habitants, de l'intégration de ces habitants et des modalités d'intégration des habitants dans les différentes phases du projet, avec par exemple la question de la participation des habitants à la rédaction du règlement intérieur ou la conception d'espaces partagés et d'habitants co-concepteurs, co-gestionnaires. Le deuxième thème qui émerge, c'est celui donc des usages et de la conception, avec, là encore, deux grands sous-thèmes. Celui, d'un côté, de l'évolution des modes de vie, l'évolution des ménages, de la composition des ménages et les modalités de prise en compte de ces besoins et attentes, avec la diversification des publics, la prise en compte plus importante de la question des âges de la vie, le vieillissement, l'intergénérationnel, le multigénérationnel, la place du public étudiant, pardon, la diversification donc des compositions familiales, on en a parlé tout à l'heure. Dans cette évolution des modes de vie, la question aussi des nouvelles pratiques du logement, la place du numérique, le développement du télétravail, la question de solutions numériques et domotiques qui vont accompagner ces nouvelles pratiques du logement, la question aussi de contrats d'usage, par exemple, pour des dispositifs techniques innovants. Dans cette évolution des modes de vie, la question aussi de la programmation participative et des modalités transformées du recueil des besoins pour que celui-ci se fasse de manière plus approfondie en amont des opérations et donc avec une prise de temps plus importante pour recueillir ce besoin des futurs habitants. L'autre sous-thème important, c'est celui du bien-être, des usages et de l'appropriation, avec les questions ici d'analyse des pratiques, des habitabilités des logements, du ressenti, la question de l'ergonomie, la question de la réception et de la perception. La question aussi du retour sur expérience dans des opérations livrées et habitées. Et là, on interroge aussi la place de la recherche et la question de la temporalité de la recherche par rapport à la temporalité des opérations, puisque ces recherches sur plutôt les questions d'usage et d'appropriation sont des recherches qui vont bien souvent intervenir dans le cadre d'un retour sur expérience. Sur ces questions encore d'usage et d'appropriation, la question des espaces communs, de la mutualisation de services, la question d'espaces gérés de manière coopérative. Et enfin, des éléments qui apparaissent et qui sont parfois encore en filigrane, mais qui sont présents dans certaines recherches, la question de la santé et de l'épanouissement, la question du confort et du bien-être dans les logements. Le troisième grand thème, c'est celui des approches techniques, économiques et juridiques. Je le disais au départ, donc l'ambition, c'était de produire de nouveaux cadres de pratique. Et dans ces approches techniques, juridiques et économiques, deux grands sous-thèmes à nouveau. Une approche qui va plutôt porter sur les dimensions environnementales et techniques, et une autre plutôt sur les montages économiques et sur le droit de la construction. Sur la dimension environnementale et technique, sont interrogés dans le cadre des différentes recherches et principalement dans le cadre de recherche embarquée et de recherche et développement, la question des procédés constructifs, la question des matériaux, qu'ils soient bio ou géosourcés, la question du réemploi, la question de l'approvisionnement et des circuits courts, la question de l'activation de certaines filières ou des modalités d'évaluation de gisements de ressources. La question aussi de la préfabrication et du hors-site qui revient dans les réponses à cette AMI. La question également du bilan carbone, de la décarbonation du bâtiment, des approches bioclimatiques,
la question de la gestion des eaux, de la circularité et de l'analyse en cycle de vie, les questions assurantielles, les questions du risque et de qui va porter aussi ces expérimentations, ces innovations, avec aussi, en termes de méthode de travail, on y reviendra juste après, la question de l'expérimentation à l'échelle 1, du prototypage, voire de l'obtention d'ATEX pour certains dispositifs. Sur les montages économiques et le droit de la construction, on l'a vu tout à l'heure, des questions autour notamment du logement abordable, la question du démembrement, du BRS, la question de l'accession sociale ou progressive à la propriété, la question de la mise en place de dispositifs de mise à disposition de foncier. Et finalement, malgré l'ambition initiale de l'AMI, peu de réponses portent sur la question des normes et des évolutions du cadre juridico-financier avec le permis d'innover qui n'apparaît que 2 fois dans les réponses, le permis de faire une seule fois. Néanmoins, l'insistance de l'importance du contexte et de l'adaptation et des dérogations en contexte spécifique. Et je pense ici en particulier au projet outre-mer et notamment en Guyane. Sur ces montages économiques et la question également du montage en coût global et de la maîtrise des coûts avec l'activation de la question foncière. Et enfin, la quatrième grande thématique qui émerge, c'est celle des approches spatiales et typologiques. Et celle-ci, pour la question de l'approche spatiale en particulier, elle se présente à différentes échelles. Et c'est important de voir à quel point la question de l'approche territoriale, de l'approche contextualisée entre milieu rural, insertion dans des tissus urbains, milieu dense, densification de tissus pavillonnaires, présence d'aménités, question des extériorités positives et négatives, question du déjà là et d'un écosystème en place, est présente dans les recherches qui sont portées donc, dans le cadre de l'AMI. Sur les dispositifs spatiaux à l'échelle des opérations, les questions de relations à l'extérieur, les questions d'espace commun, les questions aussi d'organisation de la mixité, d'organisation spatiale de la mixité, que ce soit de la mixité sociale ou de la mixité fonctionnelle. Et enfin, à l'échelle même des logements, dans les approches spatiales, la question des typologies de logement, la question des volumes capables, on en a parlé, la question de l'évolutivité, de la flexibilité, de la mutabilité, de la réversibilité, avec aussi des recherches qui sont plus pointues sur des espaces intérieurs spécifiques ou attachés au logement, avec des recherches qui vont s'intéresser en particulier à la question des cuisines ou à la question des espaces de rangement dans le logement. Et sur ces approches spatiales et typologiques, un cadre important aussi, ou une approche aussi répandue autour de la question de la transformation de l'existant, de la reconversion. Alors, ces approches autour de la transformation, elles vont porter sur la question de la réhabilitation et de la rénovation énergétique de l'habitat ancien ou du patrimoine du XXe siècle, sur la question des reconversions et du changement de destination, et éventuellement sur des questions d'études patrimoniales, de meilleure connaissance du patrimoine avant intervention. J'en arrive maintenant aux méthodes et aux termes de la recherche embarquée. Il me semble important de revenir sur ce sujet parce que un des besoins dans la suite des travaux de recherche qui vont être menés, de mon point de vue, est la nécessaire précision autour des termes de la recherche embarquée. Les recherches, donc, elles portent pour certaines sur des projets en cours dans le cadre de dispositifs partenariaux entre équipes de projet et équipes de recherche. Et ces dispositifs partenariaux à cette échelle peuvent être considérés comme étant assez inédits. On est en train d'observer ici la création d'un écosystème partenarial de recherche-action autour de la question de la qualité du logement qui, dans son ampleur et dans son ambition, est assez inédit. Et il faut souligner, donc, je pense, l'originalité de l'idée d'embarquer la recherche en la couplant à un programme qui visait avant tout la production de logements. Le programme, l'AMI engagé pour la qualité du logement de demain, avait une ambition forte qui était de faire émerger les recherches depuis le terrain opérationnel. Et ça, c'est un élément important de cette idée, non pas d'avoir une vision descendante et de lancer un programme depuis le haut, mais bien de partir dans la construction de ce programme depuis des recherches du terrain qui ensuite vont faire programme de recherche. L'un des points communs des recherches,
quel que soit le portage, quelle que soit la composition des équipes, c'est qu'il y a néanmoins une visée applicative et opérationnelle. On pourra en débattre, mais c'est un point qui semble faire consensus, cette idée ensuite de pouvoir utiliser les résultats de la recherche dans une visée applicative et opérationnelle. Et il y a une ambition de fort développement de comment dire, d'une dimension de recherche et développement par la rencontre entre recherche et opérationnel. Et comment dire, il me semble qu'il est important d'interroger le rôle de la recherche dans des opérations qui vont privilégier l'action. Donc, concernant les structures et les porteurs de la recherche, sur 97 projets, 22, alors il y a une petite erreur dans les chiffres, c'est 21 qui sont en interne aux équipes, 7 en interne maîtrise d'œuvre, 13 en interne maîtrise d'ouvrage et une en interne collectivité. 23 sont externes hors laboratoire de recherche, en entreprise, association, société coopérative. 41 sont externes et émanent des laboratoires de recherche des ENSA et 11 externes et émanent des laboratoires de recherche des universités et grandes écoles. Et donc, effectivement, on voit une place très importante, notamment de la recherche en architecture et de la recherche portée dans les écoles d'architecture, qui est notamment liée aussi au soutien apporté par le ministère de la Culture à cette AMI. Je voulais revenir sur cette question de la multiplicité des termes. Et vous le voyez ici affiché à l'écran, dans les projets tels qu'ils ont été présentés, des termes comme recherche-action, R&D, recherche et développement, recherche appliquée, recherche productive, recherche innovation appliquée, recherche technique, recherche par le projet, recherche partenariale, recherche par le faire, conception recherche, recherche prospective, recherche intervention. Tous ces mots, aujourd'hui, nécessitent d'être précisés, nécessitent d'être définis, nécessitent peut-être que des choix soient opérés. Parce que ce qu'on peut observer, c'est que malgré la multiplicité des termes, ce sont parfois des dispositifs d'intégration de la recherche dans les projets qui vont prendre les mêmes formes et avoir les mêmes objectifs. Et donc là, le travail de la recherche n'est pas d'être prescriptif sur ces termes, mais peut-être d'appeler les acteurs et l'opérationnel, ou en tout cas les équipes ici, à s'interroger sur ces termes qui sont mobilisés et sur peut-être des volontés de partage du vocabulaire ici encore. Un autre point à souligner, c'est que la plupart des recherches vont bien souvent plus porter sur les manières de faire et sur les méthodes, plus que sur les dimensions spatiales, même si, pour la plupart d'entre elles, elles vont articuler des approches socio-spatiales. Et donc, effectivement, ces recherches, elles vont croiser ces approches socio-spatiales en mobilisant notamment des formes dites traditionnelles, des méthodologies de la recherche en sciences sociales, avec des enquêtes qualitatives par entretien, par observation participante, au travers de focus group ou d'analyses documentaires, parfois aussi des enquêtes quantitatives par questionnaire. Certaines recherches vont plus avoir une entrée historique, un travail à partir de références, que ce soit sur les techniques constructives et les typologies de logement, avec l'ambition de produire des corpus de références exemplaires, voire des atlas qui pourraient être diffusés et partagés. Des recherches qui vont aussi, en termes de méthodologie, plus être sur des dimensions techniques avec des expérimentations constructives, des prototypages, des instrumentations à échelle 1. Et ça, on le voit notamment on le voit en particulier donc sur les recherches qui se présentent comme des recherches de R&D, avec vraiment cette ambition de mobilisation et de compétences techniques autour de dispositifs techniques et structurels notamment. Parmi les méthodologies de recherche aussi, le développement d'outils numériques, d'outils de réalité virtuelle, le développement de plateformes BIM, le développement d'outils de suivi de paramétrique et numérique. Et donc, cette question de l'innovation, non pas dans ce qui est produit, mais dans la manière de l'analyser, au travers des outils numériques en particulier. Et enfin, pour les recherches sur les usages et l'appropriation, au-delà du travail d'enquête par entretien, au-delà du travail d'enquête par parcours commenté, un travail sur des plans d'usage et sur des relevés habités qui est présent dans les recherches. Hop, je reste juste une seconde ici. Sur la question des études comparatives,
elles sont présentes, mais elles sont assez peu mobilisées et on verra que c'est aussi une possibilité de prolongement des travaux de recherche. Sur la question de la recherche embarquée qui va suivre les processus de recherche, on voit dans les recherches qui sont présentées deux modalités principales, soit des recherches qui vont euh, opérer un suivi initinéré, soit des recherches qui portent plus sur un retour sur expérience. Les recherches qui proposent aujourd'hui un suivi initinéré visent à documenter les processus, à analyser les arbitrages en situation, avec des travaux qui s'intéressent au suivi du processus dans sa globalité, avec pour la plupart d'entre elles une ambition monographique de documentation du projet en train de se faire pour restituer les modalités de prise de décision sans reconstruction a posteriori, ce qui s'observe bien souvent. Pour les recherches sur retour d'expérience, les recherches qui se font donc a posteriori sur des opérations achevées, ce sont des recherches qui vont viser plutôt à analyser la manière dont sont réceptionnées les opérations, dont elles sont habitées et dont elles vont évoluer sur le temps long. Dans les différents cas, ce qu'on observe, c'est que les recherches, elles sont caractérisées par une volonté d'interdisciplinarité et par un croisement des méthodologies de recherche. Et donc, je reviens sur cette question de l'articulation entre analyse sociale et analyse spatiale, puisque les équipes qui sont mobilisées sont pour la plupart d'entre elles des équipes pluridisciplinaires. Un point d'attention, peut-être une mise en garde ici, c'est la question de la difficulté de la recherche sur des opérations en cours, la difficulté de prise de recul, la difficulté aussi de l'accès aux données qui sont en train de se faire et la question aussi du temps de la recherche et donc de cette nécessité d'une temporalité qui serait peut-être parallèle et qui aurait un temps peut-être un peu plus long que celui de l'opérationnalité, justement pour pouvoir constituer ce recul analytique et pour pouvoir porter ce regard critique par rapport à ces opérations en cours. Aujourd'hui, il me semble important aussi d'interroger les formats de restitution. La recherche, ce n'est pas de la documentation. Aujourd'hui, les travaux de recherche sont en cours, mais les ambitions qui ont été affichées dès les candidatures, ce sont des objectifs de suivi et de documentation dans le cadre notamment de la mise en œuvre d'un dispositif de capitalisation sur chacune des opérations, avec des approches qui sont donc principalement monographiques, avec ensuite aussi un travail et un développement d'outils méthodologiques et opérationnels, l'élaboration de règles communes pour de futurs projets similaires, la question de cahiers de préconisation de bonnes pratiques avec des objectifs de réplicabilité, de reproductibilité, le développement d'outils méthodologiques et opérationnels à la manière des mémentos qui ont pu nous être présentés tout à l'heure. Et peut-être que l'une des questions qui mérite d'être soulevée ici, c'est la question de l'approche prescriptive qui est ici demandée aux travaux de recherche et qui ne laisse pas nécessairement le temps à l'approche critique et analytique qui est nécessaire. Un autre élément qui est peut-être à mettre en avant, c'est aussi la question de la diffusion des démarches de conception-recherche dans le milieu académique, qui n'a pas forcément été beaucoup abordée aujourd'hui, mais qui est extrêmement présent dans les travaux tels qu'ils ont été présentés, puisque nombre des travaux sont portés par des enseignants-chercheurs et donc visent à des croisements entre opérationnel, recherche et enseignement, et donc à des modalités de diffusion des résultats de la recherche, mais aussi des diffusions dans le milieu académique de ces apports des rencontres entre recherche et opérationnel. Parmi les formats de restitution, la question aussi de la constitution de carnets de référence, d'atlas de logement, d'atlas de dispositifs spatiaux, et finalement la question de l'élaboration d'indicateurs qualitatifs stabilisés. Et ça fait partie des éléments qui sont recherchés aujourd'hui dans le cadre de l'AMI et qui méritent peut-être que des temps dédiés à cette question finalement, j'y reviens, des mots de la qualité et des critères de la qualité soient discutés entre chercheurs impliqués dans les différentes équipes. Et donc, pour conclure,
peut-être des réflexions transversales, des prolongements, avec d'abord des thématiques complémentaires à développer, peut-être 2 thèmes complémentaires qui sont présents, mais qui mériteraient d'être plus étoffés. Je le disais, la question de l'intervention sur l'existant est très présente dans le cadre de travaux qui vont porter sur des transformations lourdes, sur des réhabilitations thermiques, et finalement, la question d'un entretien plus courant, d'une gestion plus ordinaire du logement, mériterait peut-être de trouver une place plus importante dans le cadre de ces travaux de recherche. Et comme le disait Anne Dorazio tout à l'heure, la question de l'habitat individuel. Aujourd'hui, l'habitat individuel, notamment groupé, est présent effectivement dans les travaux de recherche et dans les réponses à l'AMI. Néanmoins, les habitats individuels diffus ne sont pas du tout représentés dans le panel et c'est peut-être un thème à développer. Sur des éclairages complémentaires, bien évidemment, la poursuite des travaux avec le Réal et des croisements avec des rencontres entre QLD, le Réal et le réseau des acteurs de l'habitat, le renforcement encore à accroître des liens avec les formations en architecture, urbanisme et ingénierie. Je le disais, aujourd'hui, la plupart des équipes avec des laboratoires de recherche émanent des écoles d'architecture, finalement assez peu des universités, des instituts d'urbanisme et des grandes écoles, peut-être aussi aller plus à la recherche de renforcement de liens avec ces formations, qui sont des formations qui visent aussi à former notamment de futurs maîtres d'ouvrage, voire de futurs aménageurs. Et cette question d'un partage élargi de la question et des enjeux de la qualité mériterait peut-être de s'élargir à ces formations. Et un autre éclairage complémentaire, c'est peut-être celui des comparaisons et des références internationales qui sont présentes dans quelques recherches, mais qui mériteraient peut-être, à l'échelle de l'ensemble du programme, de venir nourrir les réflexions. Sur la question des synthèses et état de l'art, c'est peut-être sur la question de la recherche partenariale et de la co-construction de savoir entre acteurs et chercheurs, entre acteurs opérationnels et chercheurs qui mériteraient de venir nourrir aujourd'hui les débats et les approches sur cette question de la recherche embarquée. Je pense notamment à des travaux qui ont pu porter, des travaux récents qui ont pu porter sur la question, par exemple, des doctorats en chiffres en architecture et urbanisme qui ont été portés par des chercheurs qui sont aujourd'hui impliqués dans engagés pour la qualité du logement de demain. Et je pense à Jodel Zetlaoui-Léger qui est présente aujourd'hui, qui a mené avec Véronique Bio et Michael Fenker une recherche sur cette question des doctorats en chiffres dans les agences d'architecture, mais pas uniquement, des doctorats en chiffres dans les domaines de l'aménagement, urbanisme, architecture et paysage. Et donc, ici, dans les approches transversales à développer pour répondre aux ambitions de la recherche, si je rappelle les ambitions du programme sur la recherche, c'était de former un écosystème de capitalisation, d'analyser et de diffuser des innovations qui étaient propres au projet lauréat et de mettre en place un outil inédit de production de connaissances sur le logement. Aujourd'hui, les dispositifs tels qu'ils semblent se développer visent à une capitalisation qui s'apparente encore à un travail de documentation sur la chose en train de se faire, ce qui a la vertu de constituer un matériau d'enquête pour de futures recherches transversales. Néanmoins, l'immédiateté des formats actuels de restitution, capitalisation, diffusion, vulgarisation, risque, de participer à une certaine instrumentalisation de la recherche qui serait mobilisée dans une dimension normative, prescriptive, voire communicative. Et c'est une mise en garde aussi que je fais par rapport à cette question de l'immédiateté. Elle a été soulignée tout à l'heure par Guy Tapi qui disait aussi qu'on demandait à la recherche de produire des résultats avant même, ou en tout cas de diffuser des résultats avant même qu'elle n'ait eu le temps de les élaborer. Et ça, c'est aussi un enjeu important à prendre en compte, c'est celui du temps long de la recherche qui va supposer une mise à distance des objets analysés. D'où le paradoxe et les difficultés que pourrait rencontrer la recherche itinérée qui va peiner ou qui peine d'ores et déjà à mettre à distance les objets étudiés. Un autre élément essentiel dans cette question du temps long de la recherche, ça va être celui
des temporalités et des moyens d'élaboration de la recherche, et donc en particulier la question du financement de la recherche. Bien sûr, on entend le soutien important qui a été apporté notamment par le ministère de la Culture. Néanmoins, il me semble nécessaire qu'aujourd'hui, il y ait un engagement public fort dans un soutien au développement d'un programme de recherche qui va porter sur cette question des qualités du logement, et un programme qui va se développer sur du moyen long terme. Analyser et suivre les modalités de coopération entre acteurs et chercheurs dans les différents projets va aussi nécessiter de prendre le temps de revenir, je l'ai dit, sur cette notion même de recherche embarquée, sur ses formes, sur ses méthodes et sur ses incidences, à la fois sur les projets et sur les adaptations et évolutions des acteurs en présence. Cela va aussi nécessiter la réflexion sur une évolution et un renouvellement des formes de la recherche sur la qualité du logement dans une plus grande interdisciplinarité, dans un croisement entre approches sociales et spatiales, au plus près des projets, dans des dynamiques partenariales entre acteurs, chercheurs et monde académique. Et donc, aujourd'hui, parmi les questions soulevées, mais elles l'étaient déjà dans les travaux donc, que je vous citais précédemment autour des doctorats en chiffres, les questions d'utilité sociale de la recherche et la crainte de l'instrumentalisation, la question des exigences contradictoires auxquelles les chercheurs sont confrontés entre démarche scientifique et souci d'objectivation et de réflexivité, contre quête de solutions et de bonnes pratiques et d'opérationnalité, des questions de modalités d'intégration de la recherche et de ses apports et un risque d'empressement, la question de la difficulté de la pérennisation des savoirs et la question finalement des modalités de construction de relations de confiance entre opérationnel et recherche. Si je devais dire un mot pour conclure, il me semble aussi important de revenir et d'approfondir les réflexions sur la notion de réplicabilité, de reproductibilité, la question des modèles et des innovations qui sont aujourd'hui des injonctions. Mais il me semble important de revenir aussi sur les limites de diffusion de ces modalités dans la production courante, et donc d'un besoin de réfléchir sur la manière dont ces expérimentations vont pouvoir ensuite venir nourrir la production plus ordinaire du logement de demain. Merci.